Bonjour à tous, ici Florent Collin, le cofondateur du club, mais surtout investisseur immobilier depuis 2018 avec ma compagne Sandrine. Je suis spécialisé en location courte durée et en achat-revente. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet diablement intéressant, les sociétés immobilières. J'en ai créé une avec ma compagne Sandrine il y a quelques temps. Et j'ai une société qui s'appelle bien évidemment Le Club avec Maëri depuis 2019 où on accompagne les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier. Alors, le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est de passer au laser les sociétés immobilières et c'est surtout de répondre à la question pourquoi créer une société immobilière? Quand faut-il créer une société immobilière? Et surtout, comment ça fonctionne? Donc, beaucoup de choses nous attendent. Et en 7 points, globalement, dans la vidéo, qu'est-ce qu'on va voir concrètement? Premièrement, c'est quoi une société immobilière? Déjà, on va définir comment ça marche, à quoi ça sert. On va aussi expliquer pourquoi et à quel moment il faut passer en société immobilière. On va aussi voir combien ça coûte. Est-ce que ça coûte vraiment cher de passer en société immobilière? On va voir le plus important peut-être de la vidéo, comment ça fonctionne concrètement. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et on va voir l'immobilier vraiment spécifiquement en société. Comment ça fonctionne, combien ça coûte, est-ce que c'est avantageux ou pas. Et je te parlerai à la fin de 2 études de cas réelles que j'ai moi-même investi, des biens dans lesquels j'ai investi, et tu vas voir est-ce que c'était avantageux ou pas. Et puis je ferai une conclusion. Est-ce que la société immobilière est un véhicule d'enrichissement à l'infini, comme tout le monde le dit? Et on terminera simplement par ça. Alors, disclaimer, bien évidemment, moi je ne suis pas un expert comptable, je ne suis pas un avocat fiscaliste. Je te donne mon avis réel sur le terrain de ce que moi j'ai expérimenté avec les sociétés, mais si tu veux aller plus loin, si tu veux aller vraiment sur des trucs très précis, très pointus, je t'invite à aller voir un expert comptable. Alors, numéro 1, c'est quoi une société immobilière? Une société immobilière, c'est très simple, c'est une société qui a vocation à faire de l'immobilier. Voilà, majoritairement, c'est pour ça qu'on explique ça. Son objet, sa nature, c'est de faire de l'immobilier. En Belgique, ce sera quoi comme société? C'est ce qu'on va appeler une SRL, une société à responsabilité limitée. Mais plus que ça, c'est une société qui va avoir dans ses statuts, premièrement, les statuts, c'est ce que le notaire écrit et qui va donner vie à la société. Dans ces statuts, il y a des objets immobiliers, donc faire des transactions immobilières d'achat-revente, par exemple, faire de la location, faire de la rénovation, enfin tout ce que tu peux imaginer lié à l'immobilier. Et aussi dans ces codes NACE, donc les codes NACE, ça c'est plutôt au niveau administratif. C'est aussi ce qui définit la société. Il va falloir mettre à quoi elle va se servir cette société. On va mettre bien évidemment des codes NACE liés à l'immobilier. C'est assez évident. Si on n'a pas mis dans ces statuts de choses liées à l'immobilier et dans ces codes NACE des activités liées à l'immobilier, ce n'est pas une société immobilière. Là, on est clairement à côté de la plaque. Donc, ça paraît évident déjà de définir ça. Mais si tu découvres les sociétés, je pense que c'est assez important déjà de mettre les bases. Alors, comment ça se passe? Je l'ai dit, on va passer devant un notaire. Une société prend vie seulement quand un notaire a fait un acte authentique de création de société. Et donc, ça va reprendre tous les objets, c'est-à-dire ce qu'elle peut faire au niveau commercial. Et là, c'est très important. Là, c'est vraiment l'astuce déjà. On commence fort dans cette vidéo, l'astuce du club. Je t'invite à mettre un maximum d'objets dans ce que peut faire l'associé. Ne te limite pas à l'immobilier, franchement, mets tout ce qui te passe par la tête, on exagère un peu, mais c'est souvent ce qu'on dit. Par exemple, les prestations de services, peut-être conciergerie, peut-être e-commerce, tout ce que tu peux imaginer. Pourquoi? Parce qu'en fait, si, imaginons, tu mets que l'immobilier et puis que dans 6 mois, tu veux lancer une activité d'e-commerce et que tu as oublié de mettre ça dans tes statuts de société, tu vas devoir repasser devant le notaire. Et repasser devant le notaire, c'est minimum 1000 à 2000 euros. C'est quand même dommage, juste pour une ligne dans les statuts, de ne pas y penser. Donc voilà, ça, c'était la petite astuce que je peux te donner.
Alors, comment ça se passe? C'est par une ou plusieurs personnes, en fait, une société comment elle va voir le jour, c'est par une ou plusieurs personnes qui contractent des actions. Donc, quand tu crées une société, une SRL, ben, tu deviens actionnaire. Ça, c'est de facto. Soit tu es actionnaire tout seul, ou soit tu es actionnaire à plusieurs. Par exemple, avec ma femme, Sandrine, la société immobilière que j'ai créée avec elle, on est actionnaire. Alors, c'est important aussi de définir si les actions en question vont être cessibles ou pas. Parce que dans le cadre d'une revente future, on ne sait jamais, peut-être une cession à tes enfants, peut-être que tu veux revendre, tu veux créer une société immo pour la revendre. Si tu ne mets pas que tes actions sont cessibles, tu ne pourras pas les céder et donc les vendre. Ça paraît tout con, mais si tu fais une erreur là-dessus, tu ne pourras jamais revendre ta société. Donc voilà, il vaut mieux les mettre cessibles, ça encore une fois, une petite astuce. Le capital minimum, combien il faut mettre de capital pour créer sa boîte? Alors, depuis peu, les SRL, il ne faut pas mettre, il n'y a pas de capital minimum requis pour créer la société. On verra que ça, c'est en théorie. Un peu plus tard, on va parler de vraiment le terrain et comment ça marche concrètement. Il vaut mieux mettre du capital, évidemment. Mais théoriquement, tu peux créer une boîte et mettre 0 de capital. Ou en tout cas très très peu. Et pour acquérir une action, il faut apporter par contre du capital. Et quand on dit du capital, ce n'est pas forcément en argent. C'est pour ça que je te disais, tu peux mettre 0. Tu peux amener ce qu'on appelle du capital en espèces, donc ça c'est l'argent, on est d'accord, mais tu peux aussi l'amener en nature. Par exemple, ça peut un peu bizarre, mais ça peut se faire, tu pourrais amener une voiture que tu as entièrement payée de ton privé et la mettre dans ta société et dire voilà, cette voiture, elle vaut, je sais pas moi, 20 000 euros, eh ben, je la porte en nature dans ma société et c'est ça le capital de ta société, c'est la valeur de la voiture. Tu peux amener un bien immobilier, tu peux amener pas mal de choses. On peut aussi amener des compétences, même si ça c'est plus difficile à valoriser, mais donc très concrètement, on en parlera plus tard, mais moi je te conseille d'amener quand même un peu de cash parce que c'est pas très sérieux au niveau des banques, on en parlera plus tard. Alors, on devient actionnaire, ça, tu l'as compris, soit si tu es tout seul, c'est assez évident, mais si tu es à deux, là c'est à combien de pourcentage? Mais ça se négocie. Voilà, avec ma femme, on a fait 50-50. Avec Maëre, avec le club, on a fait 50-50. Mais ça aurait pu être 60-40, 30-70. Vraiment, ça, c'est tout un sujet de négociation. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que quand on devient actionnaire donc, de la société, on a un droit de vote en fonction du nombre d'actions. Donc effectivement, 50-50, souvent ils font une majorité, il faut l'accord des deux. Mais si par exemple tu as le fameux 51-49 que l'on voit toujours dans les films, c'est celui qui a la majorité, 51%, qui a le droit de vote en général sur la majorité des décisions futures. Et ça va impacter aussi la répartition des bénéfices. Donc effectivement, si tu es à 50-50, on fait 100 000 euros de bénéfices, c'est divisé par 2, c'est assez logique. Donc, c'est quand même important. Si tu fais un 70-30, sache que tu as les 30%, tu n'auras que 30% des bénéfices. C'est assez logique, c'est assez évident, mais encore une fois, là, on voit vraiment les bases de la société. Alors, pour aller plus concrètement dans la société, pour la créer, il va te falloir ce qu'on appelle un plan financier. Pour acter sa création, ça, c'est obligatoire. Et ce plan financier, en fait, reprend les 2 années à venir. Donc, imaginons que tu crées ta société en 2024, il va aller l'année 2025 et 2026. C'est très important, un plan financier. On pourrait croire que c'est accessoire, que c'est pas utile, que c'est juste un bout de papier. Non, non, pas du tout. On en parlera encore un peu plus tard, bien évidemment, quand on parlera d'immobilier en société. Mais à la base, la banque, ta société, elle vient de nulle part, from scratch, comme on dit. Donc, tu vas avoir besoin d'un plan financier solide parce que sans ça, pas de crédit. Donc, si tu le fais sur un coin de table, tu ne passes pas par un comptable et que ça ressemble à rien ton plan financier, il y a des gros risques que tu aies du mal à obtenir un crédit. Donc voilà, ça c'est très important. Alors, je terminerai là-dessus pour les bases, les fondamentaux. Une société, c'est quand même aussi une personne morale entièrement indépendante. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta compagne. Donc, la société que j'ai créée avec Sandrine, qui s'appelle Demain, contraction de Demey et Colin, attention, ce n'est pas Sandrine, ce n'est pas moi, c'est une troisième personne. Okay, c'est une personne morale indépendante. Et pourquoi c'est important, cette notion-là? Parce que, en fait, c'est que tu n'es pas la société et donc il y a des mécanismes de protection. En termes de prise de risque, c'est aussi pour ça qu'en général, on fait des sociétés. C'est pour limiter le risque en privé. Tu as une protection avec des mécanismes qu'on appelle de faillite. On peut se mettre en faillite.
et en liquidation. Alors, c'est pas magique, hein, la faillite. Je te dis pas de créer une société sur un projet ultra méga risqué, de te planter et puis d'espérer t'en sortir blanc comme neige. Ça marche pas du tout comme ça et heureusement, il y a une exception. Si tu fais une très grosse erreur dans les premières années, il me semble que c'est les 2 ou 3 premières années, qui pourrait résulter de toi, donc de tes conneries en tant que gérant, là, attention, la protection s'évapore. En tout cas, on pourrait aller au niveau, avec un procès bien évidemment, on pourrait aller chercher dans ton patrimoine privé. Ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas une protection magique, un bouclier divin, je ne sais pas quoi, une société. Ça te protège, bien évidemment. Par contre, quand la date de péremption est passée, donc je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ans, tu iras checker sur Google. Là, par contre, effectivement, si tu fais une erreur, il n'y a pas de souci, c'est la société, si jamais, qui sera mise en faillite et c'est réglé. Mais donc, dans les premières années, c'est assez logique. Il ne faut pas faire le con, simplement, parce que ça pourrait te retomber dessus. Et donc, quand on dit grosse erreur, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des gestions louches, catastrophiques, des erreurs, des malfaçons. Et dernier point que tu te poses sûrement comme question, c'est puis-je créer une société si je suis employé? Très bonne question. On peut créer une société en étant employé et en ayant un CDI. Ok, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est tout à fait logique. Donc tu peux très bien avoir de l'immobilier en privé et toujours être employé pour la sécurité et dire bon, moi je vais passer en société parce qu'on va le voir dans le point numéro 2 et on y arrive. Pourquoi passer en société? On va voir ça. Tu peux toujours créer une société déjà maintenant en tant qu'employé, ok, et ne pas te verser de rémunération. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc je résumerai le premier point comme ça. La société, c'est un véhicule d'enrichissement indépendant de ta personne et surtout qui te permet une plus grande prise de risque qu'en privé. C'est vraiment ça qu'il faut retenir de à quoi ça sert une société. Ok, ça c'était le premier point, c'était les bases. Il fallait y passer, je sais que ça a pris un peu de temps, mais maintenant on va pouvoir accélérer sur l'utilité d'une société. Avant de à quoi ça sert, enfin comment ça fonctionne, je vais parler de pourquoi passer en société au niveau immobilier. En Belgique, on est dans un petit paradis fiscal, je mets des guillemets, au niveau de l'immobilier en privé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, tu trouveras des vidéos sur la chaîne qui parlent de ça, on fait souvent des lives là-dessus. Mais il y a un moment, le paradis, il ne faut pas abuser, hein. L'État ne donne pas des choses gratuitement. Et donc, on va passer en société pour 2 raisons. Et la principale, c'est la numéro 1 qui pousse les gens à passer en société, c'est pour éviter la requalification professionnelle. Attention, sortez les épouvantails, c'est un mot qui fait peur à tous les investisseurs, surtout les débutants, requalification professionnelle. C'est quoi la requalification professionnelle? Très simplement, c'est qu'on va requalifier tes revenus, on va dire privés, immobiliers, en tant que professionnel. Et donc, au lieu d'être taxé sur une taxation très avantageuse, avec le RC, tout ça, aussi très faible, on va tout taxer en tant que professionnel. Et donc, tu vas être taxé au maximum souvent de l'impôt des personnes physiques à 50%, on va dire ça comme ça. Et c'est sur les loyers. Donc ça change beaucoup de choses. Si tu gagnes 30 000 € en loyer, tu as un RC de 2 000 à 3 000 €, tu n'es pas énormément taxé. Si c'est à 30 000 € de loyer et que tu es taxé à 50%, là, ça commence à faire mal. Donc, effectivement, la requalification professionnelle, elle fait peur et c'est à juste titre. Parce qu'en fait, tu perds sur tous les tableaux. Tu as tous les désavantages du professionnel et tu n'as pas les avantages. Tu ne peux pas déduire, tu ne peux pas faire des déductions, des optimisations. Donc, tu perds sur tous les tableaux. C'est la cata absolue. C'est pour ça qu'on passe en société. Et justement, je sais que tu y penses, bien évidemment, donc j'anticipe ton interrogation. Oui, Florent, mais c'est quoi les critères qui font qu'on va être qualifié en tant que professionnel? Alors, les critères sont hyper flous. Aucun avocat fiscaliste n'a de réponse vraiment fixe parce que c'est laissé à l'appréciation. Qui dit appréciation au niveau juridique dit bordel intégral, forcément. Les gens ne savent pas, n'ont pas de limite. Et donc, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas des... T'es requalifié ou pas. Il y a des facteurs, moi j'appelle ça des drapeaux, des red flags. Et donc voilà les red flags qui, si tu les accumules avec beaucoup d'intensité, vont faire qu'il y a beaucoup de risques que tu sois requalifié professionnellement. Alors la première, c'est est-ce qu'il y a une méthode professionnelle qui est utilisée ou en lien avec une profession liée à l'immobilier? Par exemple, les agents immobiliers, les promoteurs, les notaires, les courtiers, les banquiers sont des professions
qui, s'ils investissent beaucoup en immobilier en privé, ont plus de risques d'être qualifiés professionnellement. Ça, c'est un gros red flag, évidemment. Est-ce que, et ça c'est le plus gros red flag, j'ai encore eu hier avec des membres de la guilde, une conférence donnée par un avocat, un expert comptable fiscaliste. Le plus gros red flag, c'est est-ce que cela peut s'apparenter à une gestion professionnelle, à une activité professionnelle. C'est-à-dire, est-ce que ça te demande beaucoup de temps de gérer l'intégralité de tes biens immobiliers? Est-ce que ça peut s'apparenter globalement à une vraie activité professionnelle? Et donc là, il y a des petites astuces. La première, c'est de déléguer ça à une agence immobilière ou une conciergerie si tu fais du Airbnb. Si tu fais ça, là, tu peux prouver noir sur blanc que c'est pas toi qui t'occupe de tes biens immobiliers, tout est délégué. Et c'est un très très gros facteur, un très très gros red flag, celui-là. Donc vraiment, s'il y en a un que, après avoir accumulé quelques biens, tu te dis, bon, j'aimerais bien limiter un peu le risque, délègue ça. Même tu gagneras un peu moins, on est d'accord, tu perdras quelques milliers d'euros par an, admettons peut-être. Mais au moins, tu n'auras pas cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Autre point, c'est le nombre de biens en patrimoine, mais au-dessus de ça, c'est la rapidité de transaction. Est-ce que tu achètes 1 ou 2 biens par an chaque année depuis 5 ans? Si c'est le cas, là, je peux te dire que c'est très chaud. Par contre, si tu en achètes 1 tous les 3 ans, là, il y a peu de risques. L'importance des plus-values réalisées. Si tu empoches 150 000 euros de plus-value et que tu as fait ça en moins d'1 an, là, c'est compliqué, il y a des risques aussi. Et puis en gros, pour résumer la logique de la requalification, c'est les risques qu'un bon père de famille n'aurait pas pris. Donc, on l'a bien compris, si on a faim, si on veut faire partie du fameux club des 1%, qu'on veut quitter la rat race, qu'on veut envoyer à la gare le métro boulot dodo, tout ça, on va tomber dedans. Clairement, on va tomber dedans. C'est pas ça qu'on apprend à nos clients, d'acheter un bien immobilier tous les 3 ans. Non, nous, on veut qu'ils en achètent 1 ou 2 par an. Donc, il y a bien un moment où, avec cette vélocité-là, on va passer en société immobilière. Et c'est pour ça qu'on crée une société immobilière. C'est quand il y a cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête et qu'on se dit, bon, là, ça devient chaud. Le fil, il commence à être assez fin. Elle risque de me tomber dessus. OK, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et elle est très importante pour moi, et là, je ne l'avais pas bien compris au début, et j'aurais dû créer pour ça une société immobilière plus tôt. Et mon associé Maïri, par contre, lui a très bien compris ça, c'est d'accélérer son patrimoine immobilier. Pourquoi? En fait, c'est très simple. Si tu as bien compris le principe d'une société, ce n'est pas toi, c'est une autre personne. Donc, c'est comme s'il y avait Florent et Florent Bis, qui sont 2 entités différentes. Et donc, qui dit 2 entités différentes, on dit aussi 2 capacités d'emprunt différentes, 2 limitations de crédit différentes. Et donc, en fait, tu as toi et ta société qui vont vers le même objectif, accumuler du patrimoine et de la richesse, qui avancent de manière indépendante. Ça arrive très régulièrement que des gens soient bloqués en privé, mais qu'au niveau de la société, ça passe, ça y va. Et puis que tu avances en société, et puis qu'en fait, ça commence à devenir compliqué. La banque te dit, bon, va falloir se calmer un peu à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, parce que tu switches et tu repasses en privé. Peut-être que pendant 3 ans en société, ça va aller en mode taureau bulldozer, et puis qu'après 3 ans, tu auras, je sais pas moi, 1 ou 2 millions en ligne de crédit, et que la banque va te dire, bon, va falloir arrêter un moment. Eh ben, tu vas pouvoir continuer quand même tes investissements en privé, et puis tu as compris le switch. En tout cas, ça c'est vraiment, pour moi, au-delà de la requalification professionnelle, c'est la raison la plus importante. Ça te permet vraiment de dupliquer ton patrimoine immobilier, d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite. Parce que voilà, comme je le mets ici, en privé, tu vas avoir des crédits, ta capacité d'emprunt. En société, tu auras tes crédits, ta capacité d'emprunt. Et donc, et puis, c'est pas les mêmes règles aussi. C'est pas les mêmes règles, on en parlera un peu plus tard. En privé et en société, c'est pas les mêmes règles. Il y a des moments de l'année où, en société, les vannes sont ouvertes, en privé, elles sont fermées. Et donc, tu as vraiment du jeu, de la profondeur, de choisir, OK, j'y vais en société, pas en société. Est-ce que j'achète en indivision, moitié société, moitié privé? Ça donne plus de profondeur, vraiment, dans ton enrichissement, et ça améliore et ça augmente vraiment, vraiment ton enrichissement. Donc voilà, c'est un peu pourquoi on crée une société, parce que d'une part, la requalif, et de deuxième part, s'enrichir beaucoup, beaucoup plus vite. Donc maintenant qu'on a compris ça, on va parler d'un très très gros morceau. J'espère que tu es bien assis. Comment fonctionne une société immobilière? On a vu les grandes lignes, on a vu pourquoi. Maintenant, on va expliquer comment fonctionne une société immobilière. Alors, disclaimer, encore une fois, je le dis, mais je ne suis pas un comptable. Mon expérience, c'est le terrain, c'est la réalité. Pour les optimisations des bénéfices, le brut, le salaire de dirigeant, je t'invite vraiment à aller voir un vrai
comptable. Alors, je vais être assez clair ici. Les grandes lignes dont je vais parler, c'est vraiment les sociétés. Que ce soit une société immobilière ou non, c'est le même fonctionnement. Je démystifie sûrement quelque chose dans ta tête, mais c'est le même fonctionnement. À peu de choses près que il y a des activités liées à l'immobilier, donc le bénéfice, c'est les plus-values, c'est les loyers. Mais une société normale, c'est des, je sais pas, tu vends du coaching, c'est des services. On s'en fout. Tu vas avoir du bénéfice in fine, et donc c'est lié, c'est le même fonctionnement, une société immobilière ou non. Alors, il y a beaucoup de choses, donc je vais quand même regarder un peu mes notes, à dire, mais moi je vais surtout parler de deux côtés. L'administratif, comment ça marche concrètement, l'administratif dans une société, il y en a énormément, c'est assez lourd. Voilà, quand même, il faut s'en rendre compte et je vais en parler. Et puis le financier, les finances, comment ça se passe un peu au niveau financier dans une société. Ok ? Donc, on est parti au niveau administratif. Voici les obligations concrètes d'une SRL, d'une société. Va falloir, une fois par an, réaliser ce qu'on appelle une AG, Assemblée Générale. Et donc, dans cette Assemblée Générale, une fois par an, souvent c'est début de l'année ou fin de l'année, on va répartir le bénéfice. S'il y a des points à voter, on va le faire. S'il y a des changements à acter, par exemple un dirigeant un nouvel actionnaire qui rentre, un actionnaire qui sort, dès qu'il y a des choses en fait qui se passent dans la vie de la société, on va les acter dans le marbre, dans l'écrit. En général, si tu as une société assez petite, donc je veux dire à un actionnaire ou à 2 ou 3, c'est le comptable qui va s'en charger. Ok, on va pas se prendre la tête avec des grosses assemblées générales, je sais pas quoi, mais c'est le comptable qui va faire. Bien évidemment, ça a un coût. Il va te facturer, c'est cette assemblée générale. Il va te demander est-ce que tout est bon. Tu relis et tu mets ok, c'est bon. Et c'est lui qui va envoyer ça au niveau administratif là où il faut. Ok, ça c'est la première grosse obligation au niveau administratif. La deuxième, c'est ce qui coûte très cher au niveau administratif, c'est une comptabilité à tenir chaque trimestre. Toutes les factures de dépenses et d'achats. Bon, ici en société immobilière, c'est un peu différent. Tu as quand même les loyers, bien évidemment. Mais si tu fais de l'achat-revente et que tu génères des grosses plus-values, bien évidemment, ça va rentrer là-dedans. Il va falloir les déclarer au comptable. Tu as une comptabilité que tu vas tenir une fois par trimestre. Et donc, ça prend toutes les rentes, tous les gains et toutes les dépenses. Ok, ça c'est très clair. Par exemple, je mets une annonce sur ImoWeb, je demande une facture et cette facture-là, je la mets dans ma comptabilité. Et tous les trimestres, le comptable va faire un point de tout ça et il va aussi encoder la TVA. Les sociétés immobilières ne sont normalement pas soumises au régime TVA. Je ne vais pas parler de ça, c'est un peu compliqué. Mais ce qui arrive régulièrement, c'est dans nos clients, c'est qu'ils ont leur société immobilière et en même temps, ils font leur activité professionnelle. Donc là, tu as un hybride, une société qui est à moitié soumise à la TVA et donc qui doit déclarer la TVA et récupérer la TVA et une partie, la partie immobilière qui est non sujet à la TVA. Quand tu fais des loyers, c'est pas sujet à TVA, donc c'est un peu hybride. C'est pas très important, de toute façon, quand tu créeras une société, le comptable il le sait, c'est quand même son job, mais comme ça, tu le sais. Donc ça, c'est la deuxième obligation administrative. Et la troisième, il y en a d'autres, mais j'ai mis les plus grosses, c'est le bilan. Plus important peut-être, une fois par an. Le bilan, parlons peu, parlons bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vais en parler après dans l'étape 5, au niveau des banques, au niveau de l'immobilier en société. C'est le bilan, c'est basé sur ton bilan que les banques vont te prêter de l'argent. C'est aussi simple que ça. Si ton bilan est mal fait, il est pourri, oublie les crédits, c'est mort. C'est KO, tu n'auras jamais de financement au niveau bancaire, en société. C'est un peu comme ta capacité d'emprunt en privé, si tu préfères. Par contre, y a moyen de l'améliorer, ce bilan-là. C'est aussi pour ça qu'on prend un comptable là. Et ce bilan-là, on le prend, on doit le rentrer une fois par an. C'est pas toi qui le fais, hein. Rassure-toi, c'est trop compliqué pour toi et pour moi. C'est le comptable et c'est pour ça qu'il a fait plusieurs années d'études. Et donc, le bilan, il va reprendre, si tu as acheté des biens immobiliers, il va reprendre tous tes gains, toutes tes dépenses, plein de choses. C'est très complexe, hein, la somme des gains, des dépenses. Voilà. Mais le bilan est très important, comme je te dis. Si tu es en perte dans un bilan, c'est très compliqué. Au niveau bancaire, j'en reparlerai au point 5. Donc ça, c'est vraiment les 3 obligations majoritaires au niveau administratif. Maintenant, on va parler un peu au niveau finance. Au niveau finance, il y a pas mal de choses. Et en fait, il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est au niveau financier, comment ça fonctionne une société. C'est la notion capital, vraiment capital de brut et net. Ok ?
écoute-moi bien, donne-moi quelques minutes d'attention parce que là, ça va être très important. Le brut, c'est tous les gains que tu vas recevoir dans ta société immobilière. Exemple, je reçois des loyers. Je reçois, on va dire, 15 000 euros de loyer par an. J'ai un studio ou un appartement, une chambre. 15 000 euros de loyer par an, c'est 15 000 euros de loyer brut. OK ? C'est les gains bruts. Ou je reçois plus facilement, on va prendre cet exemple-là, ici, une plus-value immobilière. J'ai fait un achat-revente ou un achat-revente option. J'ai gagné 50 000 euros de plus-value immobilière. C'est 50 000 euros brut. OK ? Et donc, je vais prendre l'exemple ici, 50 000 euros brut. Ce n'est pas 50 000 euros dans ma poche. OK ? Très important. Le brut, c'est ce qu'il y a dans la société. La société, si tu veux une métaphore qui est facile à comprendre, c'est un peu comme une tirelire. OK ? Ta société, c'est une tirelire et il y a de l'argent dedans, c'est le brut. Quand tu vas casser ta tirelire, tu vas ressortir quelque chose, c'est du net. Et c'est ça en fait. Le net, c'est ce qu'il y a vraiment dans ta poche. Et tu vas voir que sur les 50 000 euros ici, dont je vais te parler, c'est pas 50 000 euros que tu vas avoir dans ta poche. Imaginons, c'est pas parce que tu gagnes 50 000 euros en plus-value que tu vas les avoir dans ta poche en net pour pouvoir aller en vacances, faire plaisir à la famille, faire je sais pas quoi. OK ? Pour l'avoir dans sa poche en privé et en faire ce que tu veux, donc qui se transforme en net, comme je te dis, il va falloir qu'il soit d'abord taxé. OK ? Très important. Je vais prendre un exemple simple. En société, on paye 25% d'imposition. OK ? C'est en fait un peu moins que ça. C'est 20% sur les 100 000 premiers euros si tu es une jeune société. OK ? On va partir de l'exemple de 25%, voilà, pour que ce soit plus facile. Basé sur ce qui reste. Donc, il va rester ce qu'on appelle le bénéfice. Tu ne peux pas le sortir comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On est malheureusement en Belgique. Voilà, on est assez taxé. Tu ne peux pas le sortir comme ça. Pour pouvoir le sortir directement, première année, tu as fait 50 000 euros de bénéfice, tu veux aller, je ne sais pas moi, à Bali, à l'île Maurice, en Amérique, te faire plaisir avec ça, ce n'est pas 50 000 euros. Ça ne marche pas comme ça que tu vas avoir dans tes mains pour pouvoir l'utiliser avec ta famille et tout ça. Il est d'abord taxé à 25%. OK, on est d'accord. Après ça, il va falloir le sortir comme dividende. OK ? Et les dividendes, année numéro 1, c'est taxé à 30%. Il y a des manières d'optimiser ça, mais alors il faut attendre plus longtemps. Et c'est très frais dans ma tête parce que j'ai eu une masterclass avec un expert comptable. La meilleure façon, c'est d'attendre après les 3 premières années. Tu peux sortir les bénéfices, pas à 30%, mais à 15% via le VVP Herbis, quelque chose comme ça. Mais il faut attendre 3 ans. Donc c'est long quand même. Donc une société, c'est quand même du long terme. Ce sera aussi ma conclusion. Une société, ce n'est pas pour générer du cash flow tout de suite. C'est pour du long terme, c'est pour faire grossir du patrimoine, c'est pour avoir de la vélocité, pour faire des gros projets, mais ce n'est pas pour du cash flow tout de suite. Pourquoi ? Je vais reprendre mon exemple. Sur 50 000 euros, on va les taxer à 25%. Là, ça, c'est direct. C'est-à-dire qu'on va donner 12 500 euros à l'État belge. Youpi. Mais ce n'est pas tout. Il reste 37 500 euros. Si tu veux avoir cet argent-là dans ta poche, là, et tu l'utiliser pour ton privé, il va falloir le taxer, il va falloir le sortir sous forme de dividendes qui vont être taxés à 30%. Au niveau mobilier, on appelle ça. Et donc, sur les 37 500 euros, 30% de ça, ça fait 11 250 euros. OK ? Qu'on va encore donner à l'État. Youpi. Sur 50 000 euros bruts, je vais donc en toucher 26 250 en net dans ma poche. C'est-à-dire que l'État va partir avec 23 750 euros. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je ne suis pas en train de me casser le cul, de prendre des risques, de faire une vie beaucoup plus risquée que la majorité des gens pour avoir beaucoup plus de gains, pour donner pas loin de la moitié à l'État. On est quand même d'accord là-dessus. Mais heureusement, c'est pas ça qu'on va faire. Sinon, une société, personne n'en ferait. On comprend que c'est mort ce schéma-là, et c'est pour ça que je te disais, on peut optimiser avec des mécanismes comptables comme le VVP Herbis, les réserves de liquidation, qui impliquent de retarder, bien évidemment, la prise de bénéfices. Mais en fait, là où ça va vraiment être intéressant, et là où je te demande vraiment d'être attentif, c'est qu'en fait, le brut, on va pouvoir l'utiliser directement. En fait, le brut, on a compris bien sûr que le net en poche via sa société, c'est compliqué. C'est pas ça qu'on va utiliser. On va donc utiliser le brut du mieux possible, imaginable. C'est en fait ce brut, les 50 000 euros bruts, la société va pouvoir te payer des choses avec ça. Et c'est là que ça devient intéressant. En fait, tout ce qui est utile pour le bon fonctionnement de la société va pouvoir être payé par le brut. Et là,
encore une fois, c'est très vague, c'est très vaste comme limite. Par exemple, ta voiture, tu vas pouvoir la déduire entièrement, ou en tout cas en partie. Ça dépendra du modèle de voiture, du CO2, si elle est électrique, pas électrique. Mais ce qui est important, par exemple, imaginons, tu as les frais d'assurance, la taxe de mise en circulation, l'essence, l'entretien, enfin tout ce qui est lié à la voiture. Imaginons, ça te coûte 5 ou 7 000 euros par an. Imaginons, avec le prêt de la voiture, toutes ces choses-là, tu es à 7 000 euros par an. Eh bien ça, la société, imaginons prenant le cas d'une électrique, va pouvoir le prendre à 100%. C'est-à-dire que tu ne dois plus payer ta voiture. Tu l'utilises, tu vois, tu l'utilises, on est d'accord. C'est toi, ici c'est moi, Florent, qui utilise la voiture, mais c'est la société qui va intervenir dans le paiement intégral de cette voiture-là. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc le brut, les 50 000 bruts vont payer la voiture. Donc là, je prenais l'exemple de la voiture. Il y a par exemple les frais de parking, il y a les restaurants, bon, pas tous les restaurants, il y a les voyages, les séminaires business, les formations. Il y a énormément de choses qui peuvent tomber dans ce panier des déductions. Et c'est là vraiment qu'une société devient très, très, très utile parce qu'en fait, on va payer avec le brut une grosse partie de notre lifestyle. Alors, on ne peut pas tout déduire, hein, on est évident. Mais c'est en payant ces choses avec le brut que ta société va pouvoir les déduire et donc on va être moins taxé. Parce qu'en fait, je vais prendre l'exemple ici, un exemple chiffré comme ça, ce sera très clair. J'ai par exemple 10 000 euros de loyer par mois. Ma société, elle me paye un leasing de 1 000 euros par mois d'une, je sais pas, une voiture assez sympa et elle paye mon bureau et mes charges, donc là où je bosse, là où je fais mes vidéos, là où tout ce qu'on peut imaginer, pour 1 000 euros par mois. Eh bien, en fait, on ne va plus être taxé sur les 10 000 euros, mais en fait, on va déduire. Tu vois, on va déduire ce qui est déductible, on va l'enlever de la base imposable. Et donc, par exemple, sur 10 000 euros, dans mon exemple très simple, on va enlever les 1 000 euros de voiture par mois, les 1 000 euros de bureau, tout ce qu'on peut imaginer, et on ne va plus être taxé sur 10 000 euros à 25%, mais sur 8 000 euros à 25%. Et le but du jeu, il est donc simple pour fonctionner de manière optimale en société, c'est d'utiliser au maximum le brut pour pouvoir être le moins imposé possible et pour pouvoir développer son activité au mieux, mais surtout que la société intervienne au maximum dans notre lifestyle. Donc voilà un peu la grande ligne directrice que j'ai envie de te donner ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire ? La logique est la suivante, je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est si cela aide à la mission du dirigeant, alors ça peut se déduire intégralement ou en partie. Je prends des exemples, une voiture bien évidemment, un bureau, même si c'est dans ta maison, tu peux déduire en partie les GSM, Internet, tout ce que tu peux imaginer, ça, hop, ça passe sur la société. Les voyages, si c'est un lien avec le business, tu as un séminaire business par exemple en Espagne ou en Grèce, tu peux déduire alors là intégralement, enfin en grande partie, le ticket d'avion, chambre d'hôtel, la nourriture sur place, toutes ces choses-là, ça c'est tout à fait possible et ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'est assez sympa. Le salaire, bien évidemment, si tu te verses un salaire, les rénovations, bon, tout ce qui est lié à l'immobilier, c'est évident. Tout ce qui est crédit, ça va être une charge, bien évidemment. Tout ce qui est assurance, tout ce qui est les rénovations, les outils de chantier. Tu es quelqu'un de très manuel, ta société achète des outils de chantier qui vont te permettre à faire tes chantiers en société, mais en privé aussi. Il n'y a pas de souci, ça personne ne le sait, par exemple, tu vois. Le multimédia, tout ce qui est ordinateur, tu as besoin d'acheter un nouvel ordinateur, tu as besoin d'acheter, je ne sais pas moi, une nouvelle télévision, des choses logiques bien évidemment qui pourraient aider à la mission du chef d'entreprise, tu peux les faire payer par ta société. Le thé, le café que tu bois tous les matins au bureau, hop, dans la société. Les restaurants, ça aussi c'est possible, les frais de mission, de représentation, les formations, les coachings, tu veux prendre des coachings, tu veux te faire accompagner, par exemple par le club, qui sait peut-être, et tu as une société immobilière, tu peux faire passer ça dans ta société immobilière. Les logiciels comme ImoWeb, les logiciels comme SmartBlock, Investor qui te permettent de faire de l'immobilier, tout ça, tu les payes plus en privé. Et donc, quand on a compris ça, on comprend que la société, c'est hyper puissant parce qu'en fait, il y a une grosse majorité des choses que tu payes avec ton net, en fait, ta rémunération de chef d'entreprise, ton salaire, une partie de tes loyers en privé, que tu vas pouvoir faire basculer dans ta société immobilière et donc ça va être payé avec le brut et ça c'est très important à comprendre cette notion. J'espère que tu as en tout cas avoir été assez clair sur cette notion de brut versus net. En gros,
toutes tes plus-values que tu vas générer au loyer, immobilière, ça va être du brut. Et avec le brut, on va payer le maximum de choses qui vont dans notre lifestyle, dans la mesure de ce qui est possible, bien évidemment. Et c'est là que ça devient très, très, très puissant. Maintenant que je t'ai expliqué ça, pour moi, il y a deux façons d'utiliser une société. En tout cas, de ce que j'ai pu voir avec d'autres investisseurs. Et donc, je vais te les donner. Il y a la vision numéro 1. La première vision, c'est d'utiliser en fait ta société pour remplacer un salaire. Ça, c'est quand même assez limité. En fait, la société, et moi c'est le cas ici, elle peut te payer un salaire en tant que dirigeant. Okay, donc, et ça, c'est très intéressant parce qu'elle va payer le salaire, les cotisations, tout ça, avec le brut. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, elle va te payer avec le brut pour te donner du net. Par contre, c'est pas magique. C'est pas magique. Je pense que le pire enfer fiscal qui existe en Belgique, c'est le travail. Et donc forcément, on le retrouve ici. Au-delà d'un salaire de 2 000 € net en tant que dirigeant, c'est très très cher. C'est très très cher. Tu payes énormément de cotisations sociales. On est quand même dans le top 3 en Europe des pays les plus taxés au niveau du travail. Et donc, je vais donner un exemple très clair. Tu veux te payer par exemple 4 000 € de salaire net via ta société par mois. Ça va te coûter aux alentours de 7 000 à 7 500 € brut. Donc, bon, c'est quand même assez cher. En dessous de 2 000 €, ça va. On va dire par exemple, tu veux te verser 1 800, ça coûte à peu près 1 800 brut 2 000 brut à ta société. Mais dès qu'on dépasse cette barre-là, on est dans des multiplicateurs qui deviennent complètement indécents. Et donc, c'est pas très intéressant d'utiliser la société pour se verser un salaire de fou furieux. En tout cas, ça c'est mon avis, voilà. Mais par contre, c'est très intéressant et c'est ce que j'ai fait parce que ça te permet de quitter littéralement ton job, d'être indépendant à 200%, mais quand même d'avoir une capacité d'emprunt en privé. Moi, c'est ce que je fais avec ma compagne. On se verse un salaire le plus optimisé possible, donc je t'ai dit aux alentours de 2 000 € net. Et ce salaire nous donne une capacité d'emprunt en privé. Parce que si tu quittes ton job et que tu n'as plus de job, tu n'as plus de capacité d'emprunt, en privé, les banques elles vont vous dire « Monsieur, on arrête tout, on ne vous finance plus ». Eh bien ça, la société va te permettre d'être indépendant sur tous les plans à ce niveau-là. Et ça, c'est alléluia. Tu n'as plus besoin d'un patron pour pouvoir, ou de mendier pour un CDI alimentaire, un job que tu n'as pas envie de faire. Ben non, là, c'est ta société qui te crée ton propre job, ta propre capacité d'emprunt. Donc ça, c'est très, très, très puissant. Mais ce que je remarque, c'est rarement cette vision-là qui est utilisée par les investisseurs IMO. C'est la vision numéro 2. La vision numéro 2, c'est d'utiliser ta société comme une tirelire pour investir. Et alors là, on ne se paye pas de salaire. Clairement, là, il n'y a pas de salaire, je ne sais pas quoi. Là, en fait, c'est souvent les gens qui sont toujours employés ou alors qui ont déjà des bons revenus immobiliers qui permettent de compenser. Et donc, ou alors quelqu'un qui a d'autres revenus, je ne sais pas d'où il pourrait venir, locatif, voilà. Mais attention au risque de réqualification. Si tu n'as vraiment plus de job, c'est aussi un risque. Imaginons, tu te dis, j'ai 3 000 € de cash flow net dans ma poche chaque mois, je quitte mon boulot, je ne vais même plus au chômage, je suis rayé. Mais tu n'as plus d'activité professionnelle au niveau privé, là, ça va peut-être attirer aussi les sonnettes d'alarme de la requalification professionnelle. Donc, il y a plusieurs points à prendre en compte. Bien évidemment, moi, je te dresse le tableau global. Mais donc, la vision numéro 2, c'est d'utiliser la société comme une tirelire. Et donc, on ne se verse pas de salaire. Et là, tous les bénéfices bruts, enfin, tous les revenus bruts qu'on a, on les réinvestit. Là, on est en mode bulldozer, on est en mode taureau et on réinvestit tout comme un monstre. Dès qu'on a de plus-value, on a, 100 000 € de brut dans la société à la fin de l'année, boum, on réinvestit tout dans un bien immobilier, boum, dans des frais de notaire pour une transaction immobilière, boum, pour je ne sais pas quoi. On réinvestit tout massivement. Et donc là, dans cette vision 2, et pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Moi, je suis dans la vision 1, je me paye avec ma femme Sandrine un salaire le plus optimisé possible pour avoir une capacité d'emprunt et continuer en privé. Mais tout le reste, c'est en mode vision 2, en mode taureau, en mode on y va, on fonce et on balance tout pour réinvestir tout au maximum. Il y a 50 000 € là disponibles dans le compte, on les réinvestit et on fait fructifier l'argent pour pouvoir faire des projets de plus en plus gros, de plus en plus rentables et se créer... Là, parlons bien. Une société, dans cette vision-là, c'est pour se créer un empire. C'est pas pour jouer à la marelle et avoir un bien ou deux immobilier. On n'est pas du tout là-dedans. Si ton but, c'est juste d'acheter un ou deux biens immobiliers en société, c'est bien. Mais c'est pas pour ça. C'est vraiment sous-utiliser, sous-optimiser le potentiel magnifique d'une société. Pour moi, c'est vraiment pour se créer un empire immobilier
qu'on voudra peut-être un jour revendre ou céder à ses enfants. Et là, alors, on est en mode taureau, bulldozer, et on réinvestit tout massivement. Et dans ces cas-là, en général, si on réinvestit tout, il y a très peu de bénéfices. Voilà. Ça s'optimise encore une fois, mais souvent dans cette vision-là, le bénéfice d'une société in fine immobilière est très faible parce qu'on réinvestit tout. Tu gagnes une plus-value de 50 000 grâce à un achat-revente, les 50 000, hop, ils repartent dans un achat locatif par exemple. Là, il reste plus beaucoup de bénéfices effectivement. Voilà. Et donc dans cette vision-là, tout l'argent qui rentre dans la société, tu l'as compris, va être réinjecté. Et donc là, ça permet une accélération massive et parce que chaque euro investi, en fait, est réinvesti dès que possible. Et il y a énormément d'investisseurs, c'est leur vision des choses. Des gros investisseurs qui ont des 10, 20, 30, 40, 50 biens immobiliers, c'est ça. Dès qu'ils ont 100 000 sur leur compte, hop, ça repart. C'est pas des gens qui vont s'accumuler à faire, qui vont s'amuser à accumuler des 50, 100 000 sur le compte. Jamais tu auras ça avec un investisseur en société. Dès qu'il a de l'argent, hop, ça repart. Donc maintenant, est-ce que c'est mieux vision 1, vision 2 ? Moi, je dirais que la vision 1, elle est plus sûre. Car si tu veux tout quitter pour vivre de l'IMO, il faut quand même se verser un salaire. Ça, c'est évident. Tu n'auras plus de revenus professionnels et ça va être difficile alors de continuer en privé. Donc moi, j'aime bien un mix des visions 1 et 2. Bon, après, c'est mon avis, donc forcément, je te dis que j'aime bien parce que c'est mon avis. Ça, c'est évident. Mais il faudra quand même faire attention au risque de requalification professionnelle si tu ne te verses plus aucun salaire et que tu quittes tout pour vivre de ton immobilier. OK ? Très, très, très important. Alors, maintenant, on arrive dans l'étape numéro 4. Combien ça coûte pour créer une société ? Alors, la création d'une société, il y a 4 points obligatoires à prendre en compte. Tu vas voir, ils sont assez faciles. C'est assez simple. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est le plan financier. Le plan financier est réalisé par un comptable. Tu peux compter vraiment entre 1 500 à 3 000 euros en fonction du comptable et de l'expertise du comptable. Tu vas te dire, waouh, sacrée différence, 1 500 euros. Je vais te donner mon avis très brut. À mon avis, j'irais plutôt, moi, vers un comptable aux alentours de 2005, 3 000 euros qu'un à 1 000, 1 500. Pourquoi ? Parce que ce document va faire la différence, surtout au début dans ton aventure immobilière, sur le fait d'obtenir un crédit ou pas près des banques quand tu feras des crédits en société. Et donc, quelle est la différence entre un plan financier à 1 000 euros ou à 3 000 euros ? Celui à 3 000 euros, il est 3 fois plus élaboré, il est 3 fois plus précis, il est 3 fois plus puissant. OK ? C'est comme si tu viens avec un... c'est prendre une petite Peugeot ou une Rolls-Royce. Au niveau des plans financiers, lequel choisir ? On prendra la Rolls-Royce même si c'est un peu plus cher. OK ? Plan financier, très important, entre 1 500 à 3 000 euros. Le notaire, il va se faire payer pour rédiger les actes de la société. Tu peux compter entre 500 à 1 000 euros en fonction du notaire. OK, voilà, là, il n'y a pas vraiment de différence significative. L'administratif, il va falloir inscrire la société au moniteur belge, à la TVA, à la Banque Carrefour des entreprises. Le comptable, il peut gérer ça pour toi et ça va te coûter en général entre 200 à 400 euros. OK ? Et bien évidemment, il reste un point, j'ai dit 4. Le quatrième, c'est l'apport. Le minimum crédible, c'est 1 000 euros. Alors, j'ai dit qu'il ne fallait pas j'ai dit qu'il fallait pas d'apport minimum, ça c'est dans la loi. Mais si tu crées une société avec 0 euros, je suis désolé, c'est une farce. C'est une farce totale. Je ne vois pas quel banquier va pouvoir te regarder dans les yeux et te dire « Bon, monsieur, votre société, c'est du sérieux. » Non, pas du tout, c'est pas du tout crédible. Mais moi, j'irai même un peu plus loin. Si le but affiché, et je pense que c'est le cas si tu veux créer une société immobilière et que tu m'écoutes encore là maintenant, c'est de lever du crédit, c'est de faire des crédits immobiliers. 1 000 euros, c'est une farce aussi. C'est une farce monumentale pour le banquier. Il va se dire, OK, le mec, il veut que je lui finance un crédit de 200 000 euros. Et pour créer sa société, il a juste mis 1 000 euros de fonds propres. What the fuck ? C'est ce qu'il va se dire, le banquier. Donc, c'est un signal vraiment d'amateurisme de mettre 1 000 euros, 2 000 euros. Donc, si tu veux vraiment créer une société immobilière et avoir l'air sérieux, moi, je te dirais que le minimum du minimum, c'est 15 000, mais je dirais entre 15 à 30 000 euros d'apport, on va dire ça comme ça. Et de toute façon, cet argent-là, il est là pour investir dans l'immobilier. Donc, c'est comme si tu avais un apport pour un investissement en privé. Donc, mets-le à la création de ta société si tu sais que tu vas l'utiliser pour faire de l'immobilier. OK ? Et c'est très important
très très important parce que cet apport-là, il va se retrouver de manière indéfinie dans le capital souscrit de la société. Et les banquiers, c'est une des choses qui regardent, des choses du top 3 qui regardent, c'est le capital souscrit. Et donc que tu fasses ça dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y aura toujours mis au départ le capital souscrit et le banquier regardera toujours le capital souscrit. Parce qu'ils font... On les adore les banquiers, mais parfois ils font des raccourcis de jugement. Ils voient capital souscrit 1 000 €, ok, le mec est pas sérieux, il a créé sa société, il voulait pas prendre de risque. Ils voient 30 000 €, ils se disent ok, là il a quand même mis un peu des coronesses sur la table, c'est déjà plus sérieux. Et même que tu fasses 100 000, 200, 300 000 € de bénéfices, bien évidemment, plus tu en feras, plus ce sera important, mais au début, un des facteurs les plus importants quand on débute, l'apport, le capital souscrit, donc c'est l'apport que tu vas mettre pour la créer, très 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 important. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre frais? C'est optionnel, mais je les recommande. C'est si tu fais ça avec un associé, faire ce qu'on appelle un pacte d'associé. En fait, c'est un pacte. Moi, j'ai fait ça avec Maïri, avec ma femme, non, bien évidemment, mais avec Maïri, quand j'ai créé le club en 2019. C'est un pacte qui va réguler les droits et obligations des associés. Par exemple, si je veux faire une dépense de plus de 5 000 €, je dois avoir l'accord de mon associé. Je ne sais plus exactement ce qu'on avait mis avec Maïri, mais c'est pour te donner des exemples. Ça, c'est très important. Parce que si tu ne fais pas de pacte d'associé, ton associé, il y a 100 000 € sur le compte, il peut aller faire un achat d'une voiture, d'une supercar avec. Ce serait un peu dommage, je pense. Donc, le pacte d'associé, on n'est jamais mieux défendu que quand tout est mis par écrit. C'est vraiment les droits et obligations des associés. C'est pour moi hyper important. Voilà. Si tu ne fais pas de pacte d'associé avec quelqu'un avec qui tu crées une boîte pour faire de l'immobilier, ça va droit dans le mur. Voilà, je vais être très transparent. De mon expérience, de ce que j'ai pu voir dans le milieu de l'immobilier, ça va droit dans le mur. Ça coûte entre 1 500 à 3 000 €. Encore une fois, plus c'est cher, plus souvent il est complet. Et pour terminer, combien ça coûte une société mensuellement? Il n'y a pas beaucoup de frais au niveau d'une société au niveau mensuel, mais il y en a un qui est quand même très important, c'est le comptable. Le comptable, tu ne peux pas y échapper. Et donc, c'est une obligation légale. Donc, voilà, tu n'as pas le choix. Et donc, le comptable, on est sur 250 € par mois. C'est le moins cher que tu puisses trouver. 250 € hors TVA, bien évidemment, par mois. Et ça va jusqu'à 500. Ça dépend de tes transactions, de la complexité de ta société, de ton montage. Et il y a des frais de dépôt de bilan et d'assemblée générale 1 fois par an, ce qui fait monter les choses, je dirais, à 400 € par mois. Ok, donc tu en as vite pour 5 000 € par an de frais de comptable. Voilà, tu vas pouvoir déduire, hein, d'accord, hein, dans le délire brut, tu payes ça avec ton brut, mais c'est quand même très important de se rendre compte que c'est minimum 250 € par mois plus les frais de bilan. Ok, on va arriver maintenant au point numéro 5. On arrive doucement mais sûrement à la fin de cette vidéo. On a vu les sociétés en long et en large. Là, je pense que je ne peux pas expliquer de manière plus claire comment ça fonctionne, combien ça coûte, comment ça marche, tout ça. Et maintenant, on va parler d'un point super intéressant, c'est l'immobilier en société, comment ça marche et qu'est-ce qu'il y a de spécifique à le fait que ce soit en société. Maintenant que tu as compris les bases des sociétés, je t'ai donné une vue d'ensemble des sociétés. Voyons l'immobilier en société. Il y a 2 types d'immobilier en société. Il y a d'une part le locatif, et l'achat-revente. L'achat-revente, en privé, ce n'est pas conseillé. Donc, sauf exception, hein, alors qu'en société, c'est très rentable et le locatif, dans les 2 cas, ça marche très bien. Mais donc, en société, c'est normal qu'on retrouve le locatif d'une part et l'achat-revente. Les banques et l'obtention d'un crédit immobilier en société, ça va être basé sur 2 facteurs. Je te les ai déjà donnés, mais je les redonne ici. C'est le bilan et c'est le cash disponible. Clairement, en société, cash is king. Je vais être très brut, tu n'as pas de cash en société, n'espère pas obtenir des crédits. N'espère pas obtenir des crédits. En privé, on peut obtenir des 100%, même quand on débute, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En société, tu oublies. Tu oublies 100%, ça n'existe pas, sauf quelques exceptions. Et donc, pour le bilan, comme je l'ai dit, s'il est proche de 0, ou encore pire, s'il est négatif, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que c'est lui qui définit ta capacité d'emprunt. Okay, si tu as un bilan à 0 €, donc quand je dis un bilan à 0 €, c'est le bénéfice du bilan, bien évidemment. Si tu as un bénéfice de 0 € ou proche de 0 €, 1000 balles, on va dire, ou encore pire, tu es en négatif, donc tu es en perte, ben là, c'est la cata. Pourquoi? Parce que c'est ce qui te donne en fait ta capacité d'emprunt.
En fait, la banque, pour définir combien elle peut te prêter, au niveau de jusqu'où tu peux investir, elle va regarder ton bénéfice après impôt. Voilà. Et le divise par 12. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu as 0 € de bénéfice, elle va le diviser par 12, ça fera toujours 0. Et donc, elle peut te prêter à hauteur de 0 € par mois. Si tu es en perte, c'est encore pire. Là, on n'essaye même pas. Et donc, par exemple, je prends l'exemple ici de 20 000 € de bénéfice. Tu as une capacité d'emprunt de 1 666 € par mois de capacité d'emprunt. C'est un peu plus complexe que ça. Si tu as des loyers déjà dans le bâtiment que tu achètes, elle peut les prendre en compte, admettons. Mais imaginons que c'est pour faire un achat-revente ou un achat-rénovation, location. Là, elle va prendre ton bénéfice. OK. S'il est 0 ou négatif, pas de capacité, pas de prêt. OK. Maintenant, le bilan, c'est après 12 mois. En général, c'est la base. Un exercice comptable, c'est 12 mois. Et quand tu démarres, tu vas me dire, oui, mais Florent, moi, je démarre ma société, j'aimerais bien faire un investissement là directement. Moi, j'ai pas de bilan. OK. Comment on va faire alors? Comment la banque va pouvoir se dire, OK, lui, c'est à peu près solide, c'est à peu près sérieux, je veux bien le financer. On retrouve notre plan financier. Plus l'histoire derrière est cohérente et rassurante pour la banque au niveau du plan financier. Le plan financier, c'est des chiffres, effectivement, mais c'est une histoire. Exemple, je suis employé dans l'IT et je lance ma société dans l'IT pour devenir consultant et je veux faire de l'immobilier. Je vais avoir des rentrées, a priori, régulières grâce à ce côté IT. C'est super rassurant au niveau du plan financier. Je suis boulanger, je veux me lancer dans l'IT, l'histoire, ça colle pas. Déjà, ça va pas rassurer les banques. Et au niveau du plan financier, c'est ça en fait, c'est l'histoire qu'on va raconter. Oui, d'une part, il y a les chiffres, ok, on va gagner à peu près ça. Je vais acheter 2 biens immobiliers, je les ai déjà en cible, ils vont me rapporter autant pour la première année. Ou alors, je veux faire 2 achats-reventes qui vont rapporter 100 000 € de bénéfices. Ok, ça reste des chiffres, ça reste du vent. Le plan financier va être backup surtout par le background que tu as. Si tu n'as aucune expérience en société, tu vas me dire qu'il faut bien démarrer quelque part. Effectivement, ça va être plus difficile. Plus difficile, pas impossible, mais ce sera plus difficile que si par exemple tu es un consultant et ta continuité, tu ouvres une boîte de consultant IT. Ça, évidemment. Mais donc, le plan financier, c'est pour ça qu'avoir un bon comptable qui va te faire un bon plan financier, parce que c'est lui qui va écrire l'histoire de ton plan financier, c'est important. C'est important d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Ça, je te le dis vraiment, vraiment très, très important. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est le cash. Alors, je suis désolé, mais dans la vie, tout est plus facile avec du cash. C'est comme ça. Et encore plus vrai en société. Alors, si tu n'as pas de cash, et que tu veux faire de l'immobilier en société, c'est très compliqué. Surtout pour un premier deal, pour moi, c'est déjà un très mauvais signal pour la banque. Tu demandes déjà un crédit bancaire en société. En société, les règles sont simples. Cash is king. Donc, la banque s'attend à avoir une partie en cash. Et directement, tu n'as pas de cash et tu veux mettre un bien en garantie, c'est possible, mais c'est très compliqué. Déjà, tu démarres de zéro, tu as un plan financier, tu n'as aucun background, donc ce n'est pas rassurant pour la banque. Et en plus de ça, tu ne veux pas mettre de cash, tu veux mettre un bien en garantie de ton privé, par exemple libre d'hypothèque, à 200 000 € libre d'hypothèque. Ça accumule pas mal de mauvais signaux, donc je peux te dire que ça va être la croix et la bannière pour avoir un crédit. Et voilà, ça c'est vraiment la réalité. Donc vraiment, pour moi, et du cash. Un autre facteur de réassurance, j'en ai un peu parlé tantôt, c'est l'apport mis pour la société. Là aussi, donc ils vont regarder le bilan, ils vont regarder le cash pour le projet, bien évidemment, et ils vont regarder l'apport que tu as mis dans la société. De 0 ou 30 000 €, à ton avis, la banque, elle va préférer quoi? Bien évidemment, elle va préférer que tu aies mis 30 000 €, que tu te sois un peu mouillé, que tu aies mis un peu tes coronesses sur la table avec tes 30 000 € d'apport de capital quand tu as créé la société. Maintenant, comment ça se passe au niveau des crédits? Donc, tu vas voir, c'est assez simple. Les banques ne se prennent pas vraiment la tête. Au niveau de la capacité d'emprunt, ça, c'est très différent dans privé. Elle va jusqu'à 125%. Ça, c'est incroyable. En privé, on va jusqu'à 40%, c'est déjà énorme, entre 40 à 50% de ta capacité d'emprunt. Là, c'est 125%. C'est-à-dire, j'ai 2 000 € de capacité d'emprunt parce que j'ai 25 000 € de bénéfice sur l'année. On peut aller jusqu'à 2 500 € de capacité d'emprunt. Donc ça, c'est énorme. Donc, au niveau capacité d'emprunt, on est rarement limité au niveau immobilier. Si on a un bon bénéfice. Et la capacité d'emprunt, bien évidemment, dans le plan financier, voilà, si tu dis que sur le plan financier, tu vas faire 5 000 € par mois de capacité d'emprunt, là, elle pourra aller jusqu'à 6 000 €. Donc, le plan financier est très important. Capacité d'emprunt, 125%.
Les crédits, c'est sur 20 ans, maximum. Tu ne peux pas aller à 25, ça n'existe pas. Okay, enfin, c'est très rare, il y a des anomalies, mais on va dire la majorité des banques, c'est 20 ans. Les taux sont beaucoup plus élevés qu'en privé. Ils sont entre 1 à 2% plus élevés. Exemple, là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est à 3% en privé. Si tu as un bon dossier, alors en banque, tu seras entre 4 à 4,5. Donc forcément, c'est ce que je disais, encore une fois, ça recoupe le point que j'ai déjà dit plusieurs fois. On ne fait pas ça uniquement pour le cash flow. Bien évidemment, on va chercher le cash flow, mais ce sera plus difficile, beaucoup plus difficile, vu qu'on est entre 1 à 2 points de base sur le crédit, plus élevé, d'avoir du cash flow en société. En tout cas, à niveau égal, ce sera plus simple en privé qu'en société. Et au niveau des financements, c'est ça qui nous intéresse. Combien il faut mettre d'argent sur la table? C'est 70% que les banques financent. OK? Mais ce qui est très important, c'est qu'elles financent. Dans cette étiquette-là, c'est très différent du privé ici, elles financent le prix du bien immobilier, les travaux, frais d'architecte s'il y en a, mais surtout les frais de notaire aussi. Elles les comptent dans l'enveloppe globale. Et donc, elles financent 70% de cette enveloppe globale-là. Mais ça reste qu'il faut amener 30% en cash. Si tu n'as pas ces 30% en cash, bonne chance. Pour obtenir un crédit, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Commencer à chipoter avec des garanties en privé, ce n'est pas du tout ce qui les intéresse les banques, même si c'est possible. Il est possible d'arriver à du 80%. Ça, c'est des stratégies un peu avancées, c'est-à-dire que les banques te financent 80% et même à 90%. Mais c'est dans des cas très spécifiques qui sortent de la norme. Et donc, on va partir de 70%. OK ? Très important. Donc ça, c'était pour les crédits au niveau locatif. Tu veux acheter un immeuble de rapport à 500 000 euros, il va falloir amener 150 000 euros de cash. C'est beaucoup, mais c'est comme ça, c'est le jeu. C'est pour ça qu'on dit que les sociétés, on fait ça souvent dans un deuxième temps, il faut du cash. Pour les achats-reventes, les crédits en achat-revente, c'est tout à fait différent. Fini les crédits classiques, là on passe, je suis désolé de le dire, dans la cour des grands, on passe dans la Major League, comme on dit. Là, vraiment, on n'est plus sur des crédits classiques. On va parler de straight loan, des lignes de crédit, en fait. Et donc, les lignes de crédit, elles vont de 12 à 24 mois. Ça va pas plus loin, OK? Et donc, c'est très spécifique. En gros, la banque va te prêter la somme sur 24 mois, avec un intérêt mensuel extrêmement élevé. Là, on n'est pas sur les 1 ou 2% de plus, c'est beaucoup plus élevé que ça. Et à la fin des 24 mois, et là, il y a vraiment une horloge qui s'active. À la fin des 24 mois, la date est fixée dans le contrat de crédit du straight loan. Elle veut son oseille. Et tu as intérêt, à la fin des 24 mois, à pouvoir lui donner son argent. Sinon, ça va mal finir. Enfin, ça va mal finir, on se comprend. Mais c'est vraiment des très, très grosses complications. Il ne faut pas en arriver jusque-là. Et puis, clairement, tu fais ça une fois et à la fin des 24 mois, tu n'as pas l'argent que la banque t'a prêté. C'est fini. Alors, tu es blacklisté, la banque n'espère plus avoir un crédit avec elle. Il faut lui rembourser à l'euro près. OK ? Là, et la capacité d'emprunt, c'est à peu près la même chose, 125%. Et alors là, au niveau de l'achat-revente, c'est un peu spécifique, mais si c'est une vraie opération de marchand de biens, donc tu veux acheter, tu veux revendre et pas faire de location entre les deux ou je sais pas quoi, là, elle va financer à 60%, frais de notaire compris. Et donc, il va falloir amener 40% de la somme. Il y a moyen d'aller jusqu'à du 70%. Et moi, c'est ce qu'on a fait ici avec un projet dont je parlerai un peu plus tard. On est arrivé à obtenir du 70%. Je ne vais pas expliquer tout ça dans la vidéo, mais il y a moyen. Mais donc, c'est assez, voilà, il faut pas mal, encore une fois, d'argent, surtout en achat-revente. Et je t'expliquerai ça dans l'étude de cas ici que je développe dans le point numéro 6. Alors, au niveau des banques, c'est vraiment un autre monde. Tu l'as compris, si tu as la capacité d'emprunt, si tu as les fonds propres, par contre, là, au niveau des réponses crédit, de la réactivité, on n'est plus dans la cour des, je t'ai dit, la cour des débutants. On est en Major League. Là, les réponses de crédit, ça va très vite. En 7 jours, top chrono, tu peux avoir l'argent sur ton compte. Ça, c'est super plaisant. Ça ouvre des possibilités qu'on n'avait pas en tant que privé. C'est-à-dire que le bidit, là, le petit bidit là, que tu vois, qui a l'air pas mal, tu te dirais, ouais, ok, j'ai l'argent, ça passe, j'ai été checker la banque, elle veut bien. Le bidit, tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller en 7 jours, 10 jours, bam, c'est réglé. Si ton dossier est bon, tu as une bonne capacité d'emprunt, un bon bilan, tu as les fonds propres, là, on y va.
Donc ça te donne une flexibilité, une profondeur de jeu qui est beaucoup plus importante qu'en privé. Les possibilités sont décuplées. Donc ça, c'est très très sympa. On est au niveau professionnel. C'est pour ça, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. On est au niveau pro. Donc, ma conclusion sur l'immobilier en privé ou en société, le premier investissement en banque, qu'est-ce que je raconte ? Le premier investissement en société, c'est toujours le plus difficile. Tu l'as compris, en général, on va démarrer en privé et puis on va aller en société, mais le premier, c'est le plus difficile parce qu'il va te falloir beaucoup de cash. Tu démarres de zéro, tu es un débutant, tu es un noob, la banque, elle ne s'est pas quittée, elle t'a jamais vu passer, va falloir la rassurer. Et pour la rassurer, la seule chose à faire, c'est amener du cash. Voilà, très clairement, c'est ça qui va la rassurer. Et ça va être très difficile au début, même avec le cash, d'avoir un prêt. Je te le dis direct, autant être clair, ça va être très difficile. Voilà, comme ça, tu sais un peu tout ça à ce niveau-là. Donc, voilà. Et ça, c'était pour vraiment la partie banque au niveau société immobilière. Maintenant, je vais revenir sur le point plus spécifique de ce qu'on peut payer, ce qu'on peut déduire au niveau immobilier, vraiment spécifique à l'immobilier avec le brut. Alors, qu'est-ce qu'on peut payer avec le brut de la société au niveau immobilier ? Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse ici, vu qu'on parle de ça, société immobilière. Tout, littéralement tout. Là, tout ce qui touche de proche ou de loin à l'immobilier. Donc, il y a bien évidemment le crédit, les travaux, l'électro, la cuisine, le nettoyage par une société, les logiciels, comme je disais tantôt, ImoWeb, les expertises immobilières faites par les experts immobiliers, les certificateurs PEB, les frais d'agence immobilière, tout ce que tu peux imaginer, les assurances incendie, les assurances décès, assurance sol reste tendu, tout ce que tu peux imaginer, ça peut rentrer et peut être payé par le brut de la société. Et en plus de ça, il y a une notion très très spécifique au niveau immobilier qui est la notion d'amortissement. Quand on achète un bien immobilier, en fait, on va l'amortir. C'est-à-dire que, imaginons, tu achètes un bien immobilier à 200 000 euros. Ça voudrait dire que tu fais une dépense, tu achètes une dépense de 200 000 euros. On est d'accord là-dessus, c'est le principe. Mais imagine si tu devais la déduire, boum, d'un coup au niveau de ton brut. C'est-à-dire que tu aurais directement un moins 200 000 euros de dépenses. On se rend bien compte que si c'était ça, comme ça que ça se passait, tu serais en perte. Mais tu ne serais pas dans une perte genre de moins 1 000 euros. Tu serais à moins 150 000, quelque chose comme ça. Donc, ça ne marche pas comme ça, heureusement. Un bien immobilier va s'amortir sur 33 ans à hauteur de 3% par an. OK ? Donc, par exemple, 200 000 euros, ici, ça fait 6 000 euros par an. OK ? On va le déduire, 6 000 euros par an, qui va venir diminuer la base imposable, qui va être une dépense de 6 000 euros et pas de 200 000 euros. OK ? C'est très, très, très important. Et bien évidemment, j'y pense ici, mais les frais de notaire, on peut aussi les déduire. C'est assez évident. Et soit les déduire en one shot, soit en plusieurs années. Ça, c'est à toi de voir au niveau comptable si ça t'intéresse ou pas de le faire. Et donc, en gros, comme je viens de le dire, si on achète un bien à 100 000 euros, on ne va pas avoir une dépense de moins 100 000 la première année en 2024. On va avoir moins 3 000 et on va l'amortir chaque année de 3 000 euros. Et c'est une très bonne nouvelle, et heureusement qu'on a ça. Sinon, on aurait l'année où on achète un bien immobilier des bénéfices et donc forcément des capacités d'emprunt au niveau du bilan qui seraient inexistantes. En fait, personne ne ferait l'immobilier en société si ce mécanisme-là n'existait pas. Et je terminerai au niveau société immobilière sur l'aspect plus administratif, TVA, société immo. Je l'ai déjà un peu spoilé, mais il n'y a pas de TVA. Si tu fais que de l'immobilier, si tu as créé une boîte qu'on appelle société patrimoniale pour faire que de l'immobilier, il n'y a pas de TVA. Donc tu ne la récupères pas, mais tu ne la payes pas. Si par contre ta société est hybride, ce qui est souvent le cas, parce que tu veux faire du coaching, tu veux faire une conciergerie, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais bon, ou de l'e-commerce, voilà. Si tu as une société à moitié immobilier, à moitié commerciale, par exemple consultant IT, je sais qu'il y a beaucoup de consultants IT qui nous regardent, ce sera hybride. C'est-à-dire que la TVA va pouvoir être récupérée en partie au niveau de ta partie IT, ta partie consultant, coach, je ne sais pas quoi. Et tout ce qui est niveau immobilier, les loyers, toutes ces choses-là, tu ne vas pas pouvoir récupérer la TVA, mais tu ne vas pas la payer. Donc voilà, quand on ne paye pas la TVA, on ne la récupère pas. Donc in fine, ça fait une somme nulle. Donc voilà, c'est assez facile.
Donc voilà, pour vraiment la grande vue d'ensemble des sociétés immobilières, qu'est-ce qui est spécifique aux sociétés immobilières, voilà ça. Et je vais terminer par 2 exemples chiffrés qui comme ça te donneront plus de clarté et de réalité sur les sociétés immobilières. Alors moi j'ai créé, tu l'as compris, la société avec ma femme Sandrine et nous on a mis 20 000 € d'apport. Voilà, 20 000 je trouvais que c'était une bonne somme et on les a mis pour avoir l'air sérieux. Et donc on est par exemple sur un achat-revente et je vais te donner les chiffres comme ça ce sera très clair pour que tu vois un peu combien on a dû mettre et comment ça se passe. C'est une association avec 3 entités. Je ne suis pas tout seul ici, j'aurais voulu, mais je n'ai pas encore les capacités pour pouvoir faire ça avec Sandrine. C'est un projet sur Liège d'achat, rénovation, revente avec un budget total de 540 000 €. Ok ? L'apport qui a été demandé par la banque est de 136 000 €. Ok ? Avec un accord de financement en moins de 10 jours. Je te dis, ça a été très vite, comme ça. Le crédit, c'est un achat-revente, donc c'est un straight loan sur 24 mois, hein, bien évidemment, parce que là, c'est un gros projet, tu t'en doutes, 540 000, il va falloir une rénovation, on estime entre 8 à 10 mois, plus la revente, on est sur 1 an et demi à peu près de délai, donc c'est quand même assez important. Et donc, combien ça nous coûte par mois, je te le donne. Et je te donne un montant approximatif parce qu'en fait, c'est assez tous les mois, ce taux-là, il change. Soit il monte, soit il descend. Ça dépend de l'Euribor. Il monte, il descend. Donc parfois, ce sera un peu plus, parfois un peu moins. Voilà, ça, c'est comme ça, c'est très spécifique, je t'ai dit, à l'achat-revente en société pour les crédits. Donc le straight loan sur 540 000 €, on a dû mettre 136 000 €, donc il reste, tu fais le compte, 404 000 € à financer. Et on est sur 1 100 € par mois d'intérêt à payer. OK ? Donc, c'est quand même costaud. Et donc, il va falloir les diminuer de notre plus-value. Okay ? Et donc, c'est pour ça qu'un straight loan, on ne veut pas le garder le plus longtemps possible. On veut évacuer ça le plus rapidement possible. Au plus vite on s'en débarrasse, au mieux c'est parce que ça coûte très cher. Parce qu'en fait, la banque, c'est très cher. Pourquoi ? Parce qu'elle se finance uniquement sur un délai de 24 mois. Donc, elle ne peut pas avoir des taux comme sur 20 ans, où sur 20 ans, elle va gagner de l'argent. Non, là, elle a besoin de gagner de l'argent en 2 ans. Et donc, c'est très, très agressif au niveau de ce qu'on doit payer. Mais donc, pour la petite info, parce que c'est vrai qu'ici, j'ai pas, dans mes notes, j'ai pas mis le truc. Ah bah si, je l'ai mis ici. Donc, tu as compris, 24 mois, straight loan, il a été accepté, 1 100 € par mois, parfois 1000, parfois 1200, parfois 1300, ça dépendra de l'Euribor. Et la plus-value totale brute, comme ça tu sais un peu les chiffres, c'est 360 000 € attendus. Donc, il y aura une revente à peu près à 800 et je ne sais plus combien de milliers d'euros. Et donc, ça représente à peu près entre 100 à 120 000 € de plus-value brute en société qui va tomber sur le compte ici d'ici 1 an à peu près, vu que là, le projet vient de démarrer. Et donc, ce sera du brut. Ce ne sera pas net dans ma poche, ce sera du brut. Je pourrais l'utiliser pour déduire, je pourrais l'utiliser pour plein de choses, pour payer mon lifestyle. On a compris l'idée. OK ? Ça, c'est le premier cas d'achat-revente. Maintenant, je te donne un exemple au niveau locatif. Un appartement, on va dire de design luxe, à Dinan, en plein centre de Dinan, pour 150 000 € tout compris. Là, je le fais juste avec la société, avec Sandrine. C'est un apport de 30% parce qu'il a une destination locative, c'est pour faire du Airbnb. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Donc 150 000 €, projet total, frais de notaire inclus. Combien il faut d'apport en fonds propres pour que ça roule ? 45 000 € de fonds propres. Okay ? Ça nous laisse donc un crédit de 105 000 € à 4% sur 20 ans, ce qui représente une mensualité de 630 € par mois. OK ? Plus élevé qu'en privé, évidemment. Les charges, on est sur 150 € par mois. Et le loyer attendu, ça va vraiment être un truc très, très luxe, très haut de gamme. Ça va être une folie, franchement. On est sur 150 € la nuitée. On peut en espérer une vingtaine en moyenne. Parfois, il y en aura 25, parfois, il y en aura 15, parfois, il y en aura 30, parfois, il y en aura peut-être 13. J'en sais rien, mais on va dire 20 nuitées en moyenne. Tout à fait réaliste. On est donc sur 3 000 € par mois de loyer brut. On va retirer le crédit, 630 €, les charges, 150 €. Et les charges, j'englobe à peu près tout, hein, sauf bien évidemment les impôts, parce qu'ici c'est encore différent en société. Et donc on est sur 2 220 € par mois de loyer brut. Okay ? Ce qui nous fait, si tu fais x12, ça fait à peu près 15 000 € par an de revenus bruts
Qu'est-ce que je raconte moi? Plutôt 26 000 euros par an de revenus bruts. Et encore une fois, c'est pas du net dans la poche, c'est du revenu brut qui va venir faire du bien au bilan, bien évidemment, mais surtout qui va me permettre de générer des fonds propres. Et ces fonds propres-là, je pense que j'ai été assez clair dans mon déroulé, ces fonds propres-là, on ne va pas dire, OK, à la fin de l'année, il y a, imaginons, là, les 120 000 euros sur l'achat-revente, j'attends qu'on me taxe à 25% et après, je les sors à 30%. Non, ces 120 000 euros-là, ils vont arriver là et hop, ils vont repartir pour financer un nouveau projet qui pourra être en Belgique, à l'étranger, ou je ne sais pas où, ou faire d'autres choses, je ne sais pas. Mais c'est vraiment ça l'idée. Donc voilà, tu as vu un peu pour 2 vraies études de cas, c'est des vrais projets, hein. Voir un peu combien ça coûte, combien ça peut rapporter, et surtout, combien de cash il faut amener. Ici, on est sur 45 000. Juste pour 150 000. Et pour le projet ici, à 136 000 euros divisé par 3, parce que c'est 136 000 euros divisé par 3, on est sur à peu près 46 000 – 47 000 euros par personne. Donc tu vois, c'est des sommes importantes et ça peut faire peur. Je ne dis pas qu'il faut commencer avec ce genre de truc, hein, mais 150 000 euros pour un projet tout compris, j'ai du mal à croire que tu trouveras moins cher que ça pour un projet en société. Et donc, il faut quand même 40 45 000 euros. Il faut le savoir, voilà, c'est important à être conscient. Et voilà, c'est pour ça que souvent en société, enfin moi je trouve, hein, si je devais créer une société immobilière demain, ce serait surtout pour de l'achat-revente. Je démarrerais par de l'achat-revente. En option, on peut démarrer avec des mises de départ très faibles ou en achat-revente classique pour générer du cash. Et ce gros cash-là, ce cash-là brut, je vais aller l'utiliser pour acheter du locatif. C'est plutôt rare qu'on fasse une société pour démarrer avec du locatif. En tout cas, sauf si tu as déjà énormément de fonds de côté, hein, on est d'accord. Mais si ce n'est pas le cas et que tu as peu de fonds de côté, on va rarement créer une société immobilière pour acheter directement un bien immobilier locatif. C'est plutôt pour faire de l'achat-revente. Okay, et donc, on arrive à la conclusion de cette masterclass sur les sociétés immobilières. Donc déjà, si tu m'écoutes depuis je ne sais pas combien de temps, à mon avis, 40 minutes, peut-être 1 heure, un peu plus, déjà, merci à toi. Je t'invite à mettre un petit chaud patate en commentaire qui prouve que tu es vraiment motivé. Mets-moi un petit chaud patate avec un mot de ton cru pour prouver que tu m'as écouté jusqu'au bout et que tu es vraiment chaud patate, justement. Je vais faire une conclusion sur les sociétés immobilières. Alors, pour moi, vraiment, les sociétés immobilières, c'est la Major League, c'est vraiment... c'est là qu'on parle vraiment d'empire immobilier. C'est là qu'on va commencer à vouloir devenir, rentrer dans le club très fermé des 1%, les gens les plus riches. C'est là qu'on va parler de tout ça. Pour moi, c'est un vrai accélérateur d'enrichissement. Pourquoi on fait une société? On l'a fait pour éviter la requalification professionnelle, mais pour moi, clairement, c'est pour accélérer massivement ton aventure grâce à l'achat-revente et puis avec les plus-values générées par l'achat-revente via le locatif. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Et ça te permet de te créer la vie de tes rêves beaucoup plus rapidement. Par contre, attention, quand on fait une société immobilière, on n'est plus dans l'immobilier en mode passif, comme on pourrait l'imaginer. Oui, je gagne 2500 euros par mois, je suis avec mon petit cocktail au tropique. On n'est pas là-dessus. Là, on est vraiment dans l'actif, de la création de valeur. Donc, c'est une transformation radicale de ta vie et de ta liberté financière. Mais par contre, ça va demander du boulot, ça va demander du taf. L'achat-revente, on est dans quelque chose d'actif, mais ça génère vraiment énormément d'argent. Mais avant d'en arriver là, bien évidemment, faut se lancer dans l'immobilier rentable en privé. Moi, ce que j'invite toujours nos clients à faire, c'est commencer avec un premier bien, puis un deuxième, puis un troisième, et pourquoi pas passer en société au 4e, voire au 5e. Pas besoin de se prendre la tête. Tu as un bien immobilier, tu en as 2, tu les as achetés à 5 ans d'intervalle. Viens même pas te prendre la tête avec toutes les démarches et tous les coûts d'une société immobilière. Par contre, tes clients du club, tu me regardes là, derrière la caméra, tu es déjà à ton 5e bien en 2 ans, en 3 ans. Là, mon ami, il va peut-être falloir passer en société, effectivement. Donc voilà, si tu démarres de zéro, ce qui est peut-être ton cas, franchement, achète-en 1, 2, 3, 4 et puis commence seulement à envisager la société immobilière parce que quand on démarre en privé, c'est vraiment pour moi, privé, c'est la sécurité. C'est la sécurité, c'est le revenu garanti, c'est le win for life. Si on veut 2 000, 3 000 euros de cash flow, on est bien, on s'est mis à l'abri. Après,
on passe dans la cour des grands et on va commencer à aller se créer un empire immobilier. Faut pas brûler les étapes, on va dire ça comme ça, et vouloir démarrer directement en société, ce serait complètement débile. Et je terminerai là-dessus. Si ton objectif, c'est de justement démarrer dans l'immobilier, de te lancer dans l'immobilier, je t'invite à rejoindre la communauté, le club initiation, communauté 100% gratuite, où il y a pas mal de formations offertes, mais il y a aussi, tu peux poser tes questions, il y a souvent des lives plusieurs fois par mois, et tu peux me poser tes questions personnellement. Mais je t'invite à le rejoindre, c'est le lien qui est dans les commentaires, c'est très simple, tu cliques dessus, tu crées ton compte et tu es accepté, c'est 100% gratuit. Et si tu as déjà un peu plus de bouteilles, tu peux aussi rejoindre le club initiation, parce que dans le club initiation, on met aussi nos bonnes affaires, enfin en tout cas nos bons produits, nos bons services qu'on dédie aux gens plus avancés en avant-première dans le club initiation, typiquement accès à la guilde, au mastermind marchand de biens, des choses pareilles. Tout ce qui est à forte valeur ajoutée, si tu as déjà de la bouteille, ça vaut le coup de rejoindre le club initiation parce que tu seras en avant-première pour pouvoir rejoindre ça quand on fait les annonces. Voilà. Alors, merci de m'avoir écouté. Je sais que cette vidéo était assez fournie, mais ça tombe bien, on est sur YouTube. Tu pourras la regarder, la re-regarder. Merci de m'avoir écouté jusque-là et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout, il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, dans la vidéo pour nous rejoindre. C'est 100% gratuit et la valeur est au rendez-vous. Merci encore et à très bientôt.